Bonsoir à tous et à tous, donc chronique numéro 141. Alors, dans cette chronique, je vais traiter enfin, après l'avoir parcouru, épluché, y compris même apporter d'autres documents inhérents à cet ouvrage de Guillaume Morali, ou Moralis, selon la prononciation, qui s'intitule Une épuration allemande, la RDA en procès 1949-2004. Alors, j'en conviens, ce livre est un peu ancien. Aujourd'hui, d'autres informations ont pu intervenir, mais je vais rester dans ce cadre-là, puisque, en cas d'espèce, nous sommes effectivement, je dirais, dans cette analyse que je ferai, où que reste-t-il finalement au fond de l'ex-RDA? Alors dans l'Europe, je dirais d'après 1989, où l'Allemagne est réunifiée, où l'Allemagne fédérale ayant pour but de consommer, avec l'accord de Gorbatchev, mena une opération, je dirais, d'épuration sans réel. C'est une des raisons pourquoi on établit effectivement, je reprends le terme à Vladimir Gatch, dans son ouvrage, le deuxième Anschluss sous l'annexion de la RDA. Alors, cette notion, je dirais, de consommation d'un État reconnu internationalement est sans équivalent dans les autres pays, je dirais, sortant du bloc, si on peut estimer comme ça, le bloc communiste. C'est quand même assez étrange dans les phraseologies, ce que je ne cesse de dire, on ne parlait pas du bloc capitaliste, on parlait du bloc communiste. Vous voyez que même les mots dans l'inconscient sont connotés. Alors, venons vite au sujet, donc il faut comprendre que l'un des aspects les plus marquants de cette politique fut sa dimension judiciaire. Un véritable embriolo pour des juristes, et plus exactement des corps notariés. J'explique, vous comprendrez pourquoi je parle effectivement de corps notariés. Alors, en République démocratique allemande, la RDA, des milliers de procès furent ouverts effectivement contre les responsables étant accusés du meurtre de personnes qui tentaient de franchir le mur de Berlin et d'autres violations des droits, je dirais, et eurent lieu à partir du 3 octobre 1990. Et dans cet ouvrage, Guillaume Moralis revient sur, je dirais, sur cette page de l'après-communisme, dans son livre La RDA, en procès, qui est une version, pour celui qui s'intéressera à posséder ce précieux sésame, est une version remaniée de sa thèse de doctorat, avec des nouvelles annotations. Alors selon lui, je dirais les analyses dominantes en termes de transitionnelle justice, puisque c'est dans ce terme un peu tout à fait adéquat, on produit des interprétations enfermées dans les limites temporelles de la, je dirais, cette fameuse révolution orange en RDA, est fondée sur une conception étroite du politique. Alors pour éclairer, voire même étayer les véritables raisons du choix allemand, l'auteur propose de sortir d'un cadre restreint aux années 90 en y insérant son propos dans une histoire plus générale des épurations, car il faudrait des tomes et des tomes pour expliquer les embryolos juridiques de chaque affaire, de chaque lopin de terre, de chaque maison, de chaque entreprise, bref, de tout le territoire de la RDA.
Alors, bien entendu, l'auteur propose effectivement pour, je dirais, sortir d'un cadre restreint aux années 90, il y insère son propos dans une histoire plus générale, plus globale. Il met l'accent effectivement sur la voie judiciaire, implique en effet une multiplicité de temps qui incite de ne pas considérer les procès des crimes du régime communiste comme une simple réaction liée à la transformation politique. Le perdant, de toute manière, a toujours tort. Et donc, au temps court du procès, rappelle, précise, il faut ajouter le temps long du code et le temps intermédiaire de la jurisprudence. Alors la prise en compte de ces temps imbriqués permet de mieux saisir, je dirais, l'ampleur de l'épuration allemande et sa spécificité, voire sa rapidité, que certains ont jugé, et avec raison, comme étant, je dirais, une justice expéditrice ou à l'emporte-pièce, pour faire court, voire même son côté qu'on pourrait qualifier de plasticité, voire même d'esthétique. Alors ce qui est intéressant dans cet ouvrage, c'est que l'auteur expose les multiples genèses d'une voie judiciaire qu'on ne saurait imputer à la seule volonté des acteurs du tournant, qu'on qualifie en allemand d'Event. Alors il parvient effectivement à identifier certaines continuités avec des procédures entamées avant la réunification, dont pas mal de lois font grincer les dents puisqu'appartenant effectivement au Reich. Alors de part et d'autre, je dirais du mur de Berlin ou du rideau de fer, appelez-le comme vous le voulez, qui traversait alors l'Allemagne d'aujourd'hui, ainsi dans une première phase, les procédures, je dirais, judiciaires qui répondent à des revendications citoyennes de justice dans un contexte de la transformation politique et s'inscrivent dans le prolongement, je dirais même, des actions entreprises par les dissidents est-allemands et elles débouchent sur des poursuites contre les auteurs de violences policières, les responsables des fraudes électorales du printemps 89 et les membres de l'ancienne équipe dirigeante. Accusés, bien entendu, et ne pouvant se défendre de corruption généralisée, et donc profitant de faiblesse de Gorbatchev, et finalement au fond entraînant bien plus tard la fin de l'URSS, dans une deuxième phase, après la réunification, l'épuration change de main. Les alternatives à l'option pénale, c'est là où les choses deviennent intéressantes, tribunal, morale, amnistier, sont débattues dans l'espace public, mais la voie judiciaire est privilégiée. Ce sont des magistrats issus de l'ancienne République fédérale allemande, et parfois aussi assez étonnante, nous apprenons que certains ont même été des tenants du pouvoir juridique ou judiciaire à l'époque de l'Allemagne nazie. Alors ils prennent en charge les enquêtes, les crimes d'État de la RDA, et à ce stade, le processus d'épuration s'affranchit des contraintes de la demande sociale et de la compétition politique selon d'autres logiques du judiciaire. N'ayons pas peur de le dire, tout cela est muet effectivement dans un contexte où le capitalisme triomphant se servira effectivement d'une multitude de formulations afin d'accélérer la découpe et la privatisation totale de l'ex-RDA, faisant fi de certains secteurs porteurs et fonctionnels, à commencer bien entendu par le social. Alors, l'auteur, bien que je dirais, j'émets des réserves sur certaines de ses analyses, revient néanmoins sur les efforts qui s'y déploient à partir de 60 pour recenser les violations
droits de l'homme en RDA, en s'inspirant des expériences, des savoir-faire acquis dans le cadre de la gestion du passé nazi. Alors il explique comment ces efforts ont pris l'allure d'une guerre froide judiciaire qui fournira par la suite, je dirais, une jurisprudence largement mobilisée dans le procès intenté après 90. Alors, opérant un deuxième retour en arrière, il met en évidence une autre filiation de l'épuration post-communiste, celle effectivement des procès pour crimes nazis, assimilant d'une façon définitive, avec la bénédiction des Américains et plus exactement d'une multitude d'organes de la CIA, assimilant le communisme au nazisme. Alors bien entendu, la tâche n'est pas aisée dans la mesure où les acteurs de l'épuration post-communiste, soucieux de ne pas donner prise aux soupçons de partialité politique et travaillant effectivement de concert pour un objectif commun, que le débat public pouvait faire peser sur eux, cherchèrent à se démarquer dans leur discours de cette expérience, je dirais apparentée à une justice des vainqueurs qui finalement au fond sera par les chiffres et effectivement les actions sera probante. Alors au-delà de ce qu'affichaient ces discours, l'auteur essaye de rester, je dirais, en marge de toutes ces volontés du grand capitalisme d'avancer vers l'Est, et dont la consommation de la RDA fut des premières étapes, au-delà de ce qu'on pourrait, je dirais, afficher, tous ces discours, l'auteur montre, après avoir analysé les pratiques nazies, comment la justice a composé avec la jurisprudence relative aux crimes nazis, et les procédures engagées par les parquets, je dirais, à partir de 89, sur la base du droit pénal, ne respectant pas, bien entendu, le droit de la RDA, et souvent réintroduisant des droits qui ont traversé le temps, puis dans la mise au jour de cette triple genèse des procès allemands, on est évidemment à considérer le Wender avec plus de nuances, à identifier d'autres moments de discontinuité ou de reprendre les termes de l'auteur qu'on pourrait qualifier de rupture de cadre. Alors, au terme de cette classification, je dirais que Guillaume Moralis peine pourtant, faute de données exhaustives, à dresser un bilan de l'épuration allemande dont il discerne néanmoins quelques grandes tendances. Il faut préciser qu'il a eu énormément de mal à obtenir certaines informations, de peur que le vainqueur, finalement, au fond, soit, je dirais, découvert dans ses intentions. Alors le taux de procédure engagée est certes, je dirais, grandiloquente, impressionnante, mais elle débouche, je dirais, rarement sur des condamnations. Et si c'est le cas, les peines accordées sont plus faibles que, je dirais, que la criminalité ordinaire. Alors, par ailleurs, l'ampleur de l'épuration semble avoir été opposable au volontarisme des responsables judiciaires et des magistrats qui voulaient en découdre avec le ministre, et dont certains ne cachaient pas effectivement non seulement leur existence à l'époque du Reich, mais également, je dirais, certaines nostalgies à l'égard du Troisième Reich. Alors, l'auteur voit dans cette, je dirais, autonomie judiciaire, marquée effectivement par des intérêts et des appétits, non seulement par rapport aux politiques, mais encore la pression sociale. Une des spécificités de l'épuration qu'a pratiquée la RFA sur la RDA, et si effectivement la perspective historique permet de mieux cerner l'originalité de la politique allemande d'épuration, on note, il faut le préciser cependant, au fil des pages, que le point de repère est surtout l'épuration, je dirais,
française. Alors rares sont les éléments de comparaison grâce auxquels le lecteur pourrait, à la lumière de cet ouvrage, se faire une idée bien nette des politiques menées dans les autres pays sortis du communisme. Alors aussi, je dirais, reste-t-il à espérer que des études aussi systématiques seront prochainement consacrées aux efforts judiciaires et également à une certaine falsification du vainqueur. Malheureusement, je déplore, mais force est de constater qu'il sera difficile, je dirais, de manier à combler ce manque. Alors, toujours est-il, les résultats de l'enquête de Guillaume Muralis le conduisent à penser que l'objectif de la voie allemande de l'Ouest, d'épuration post-communiste, était, je dirais, plutôt, de faire disparaître l'existence d'une seconde Allemagne et de punir d'une façon définitive toute forme, je dirais, de socialisme ou de communisme. Alors, en définitive, on pourrait qualifier que la démarche retenue a davantage relevé d'une volonté, je dirais, de faire disparaître toute forme d'alternative d'organisation sociale en Allemagne pour imposer que le mode d'expression de la RFA comme étant la vraie Allemagne et non pas la RDA. N'a-t-on pas entendu, je déplore, que la RDA était le régime soviétique, mais par contre la RFA n'a jamais été, je dirais, la République fédérale américaine, bien que, si on essaye effectivement d'être objectif, nous pouvons considérer que si la RDA fut un suppôt de l'Union soviétique, alors la RFA fut de même un suppôt de l'OTAN et également sous contrôle des États-Unis et des vainqueurs que peut-être à moindre mesure les Anglais et les Français dont la capitale à l'époque fut Bonn. Bon, maintenant, ce qu'on peut regretter, c'est qu'il ne discute pas dans son ouvrage. Comparément, par exemple, à l'essai passionnant de M. Oisiel, l'ouvrage est sorti en 1997, me semble-t-il, disponible en français depuis 2006. Et alors, que l'on accepte ou non les thèses de ce sociologue du droit, de la portée délibérative des procès, ces réflexions, je dirais, pour ce qu'il en est de M. Oisiel, sur la capacité à façonner les cadres de la mémoire collective, apportent assez, je dirais d'une façon claire et sérieuse, une perspective objective très féconde, car on s'aperçoit effectivement que le vainqueur n'est pas si, je dirais, si objectif, et surtout n'est pas muet par les meilleures volontés. Il faut savoir que M. Oisiel a su traiter sous l'angle de l'évolution des mentalités une approche plus profonde de cette séparation invisible entre le peuple prussien et le reste de l'Allemagne, et dont effectivement la Prussie fut incarnée dans un modèle social dont néanmoins il faudrait reconnaître que les méandres de l'histoire ont fait qu'ils étaient plus du côté de l'Est. Je vous renvoie également à des ouvrages de Ernst Nikisch sur effectivement la capacité, ou même Oswald Spengler, sur socialisme et prussianité, des ouvrages des années 30, assez intéressants pour montrer qu'une partie des Allemands de l'Est, par leur configuration historique, traditionnelle et naturelle, sont plutôt portés à l'Est, contrairement à la partie nordique de l'Allemagne, plutôt portée, je dirais, en direction de l'Atlantique et également des pays du sud de l'Europe. Maintenant, je voudrais préciser que les procès sont, je dirais,
évidemment qu'un aspect de l'ensemble du dispositif de l'Allemagne fédérale et de sa pratique de l'épuration. Bon, je dois reconnaître que Guillaume Moraliste ne l'ignore pas. Même si les pages qu'il consacre aux autres mesures, par exemple les ouvertures d'archives, qui seraient encore à discuter, les épurations professionnelles, je dirais, la destruction d'une façon définitive de la NVA, de l'armée, la Volksarmee, l'armée du peuple, la National Volksarmee, également la mise au chômage de tous les professeurs d'université, remplacés par des professeurs de l'Ouest, afin d'éduquer les foules à la nouvelle doxa capitaliste. Alors au terme de son étude, je dirais que ça laisse quelque peu le lecteur un peu sur sa faim. Alors plus généralement, l'épuration s'inscrit dans un processus, je dirais, infiniment plus complexe de transformation de la société, dont certains sociologues pourraient effectivement scander, je dirais, au blasphème. Alors il est évidemment difficile d'appréhender toutes les dimensions, même si je dirais que la parution, la même année, du livre de M. Gravier sur les mécanismes d'identification professionnelle dans les administrations allemandes au cours des années 90, je dirais, nous apporte en conséquence un éclairage plus important, je dirais supplémentaire, et même pour le chercheur, fort bienvenu sur l'Allemagne, je dirais, dans ses nouvelles frontières. Il faut savoir que M. Gravier se penche sur un aspect moins vaste des mutations de l'œuvre, la fonction publique. Il a voulu comprendre à travers, je dirais, une enquête axée sur les acteurs, comment l'épuration professionnelle avait été vécue par ceux qui en furent effectivement les victimes, voire la cible. Alors, à cette fin, il a mené une enquête auprès d'Allemands de l'Est, et pendant plusieurs années, dans 2 administrations, le ministère de l'Intérieur, le ministère de l'Intérieur, également l'Agriculture, de nouveaux Länder, c'est-à-dire le Brandebourg et la Saxe. Et si l'objet de cette recherche peut paraître relativement modeste, eh ben, nous apercevons effectivement petit à petit que les approches théoriques sur lesquelles, je dirais, elles se fondent, sont assez ambitieuses et révélatrices. De la sorte qu'un terrain très circonscrit, je dirais, est rattaché à des questionnements plus généraux qui pourront sans doute intéresser un large public et qui, finalement, au fond, vont créer un précédent. Puisqu'à travers ces analyses, nous pouvons constater qu'une bonne partie des individus de l'Allemagne de l'Est regrettent, je dirais, leur joie de vivre. Et cet aspect de vivre un petit peu dans un pays de cocagne, bien entendu, n'ayons pas peur de le dire, ils n'ont pas tout le faste capitaliste et tout le mercantilisme et la possession d'objets, mais à comparaison, ils s'aperçoivent que le rêve capitaliste est pratiquement, je dirais, inaccessible pour beaucoup, tandis que dans leur société, le système social qui était garanti pour tous était un système qui permettait aux individus d'être, je dirais, moins envieux, moins jaloux, et puis surtout une société qui ne développait pas la criminalité par la possession entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et donc, finalement, au fond, pour de conclusion, on peut dire que l'expérience allemande offre un autre exemple assez, je dirais, unique de transition où il concerne 2 États. Déjà, premièrement, l'unification, coloration capitaliste a conduit l'extension du modèle ouest allemand, infligeant à la partie est allemande une mutation qui touche, je dirais, le type d'État, sa pensée, son idéologie, sa tradition, son mode d'encadrement, d'administration, de fonction publique, de découpage territorial, de qualité de vie. Alors, certains n'hésitent pas à parler effectivement de colonisation. Aujourd'hui, si on interviewe des Allemands de l'Est, ils se disent différents des Allemands de l'Ouest. Pour une famille, par exemple, quand on
prend un échantillon, des statistiques chez des individus qui s'expriment, toujours revient la même doxa. Pour un Allemand de l'Est, l'Allemand de l'Ouest est jugé comme étant un gros capitaliste, buveur de bière, conduisant une grosse berline. Et pour ce qu'il en est de l'Allemand de l'Est, il estime que son mode de vie est plus dans la dimension sociale et de solidarité à l'égard des autres. Bon. Donc, vous voyez que nous avons effectivement une frontière, je dirais, invisible, mais elle demeure. Alors, même si certains, je dirais, euphoriques, positivistes, ou à la limite des idiots utiles d'une certaine propagande, et qui disent que c'est une certaine forme d'originalité, il en est encore aujourd'hui des stigmates qui effectivement restent très présents dans les populations est-allemandes. J'en veux pour preuve la réhabilitation d'une multitude de produits, une certaine nostalgie, le besoin de s'attacher à une histoire et à une société qui finalement, ma foi, aujourd'hui, après des années de capitalisme dans l'ancienne RDA, beaucoup qui estiment que finalement, au fond, est-ce que le jeu en valait la chandelle? Voilà, je vais m'arrêter ici. C'est un appel à la réflexion. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je ferai une autre chronique également traitant de ce petit État qui finalement pouvait nous apporter énormément dans sa réflexion et dans sa dimension sociale. Alors tout n'était pas parfait, effectivement. Il y avait des choses, et la RDA a dû vivre selon ses règles dans un monde coupé en deux qu'elle n'avait pas choisi. Et donc, effectivement, aujourd'hui, cette nostalgie reste très présente dans le cœur de beaucoup d'Allemands de l'Est. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à la prochaine chronique. Merci à vous.